Alors, pour information, il est 17h58, je lance le live 2 minutes avant le début de l'émission sur Birdcom pour éviter qu'il y ait des coupures. Vous savez, à chaque fois au début, il y a des petites coupures. Là, je lance et après, ça se calme. Donc là, je lance 2 minutes avant. Comme ça, quand il est 18h, eh bien, on commence sans coupure. Donc ce soir, je sais pas de quoi on va parler précisément. On n'a pas défini les sujets, mais vu la volatilité du jour, on aura pas mal de choses à dire, je pense. Donc ce sera intéressant. Alors, on commence dans 2 petites minutes. En attendant, je vous laisse vous connecter et arriver tranquillement sur le site. Donc je vous rappelle que vous pouvez participer à tout moment sur le petit chat bleu en bas à gauche du cas de diffusion. C'est entièrement gratuit, il n'y a même pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit. Donc ça prend vraiment quelques secondes. J'ai apporté une précision sur tomber une émission où certaines personnes datées, comme la sorcellerie. L'analyse technique permet juste de trouver des points d'entrée et de sortie théoriques qui ne servent pas à anticiper le marché. Il faut suivre la tendance et prendre position. Ok Fred, merci. Bah, c'était un lien vers cette émission, ça peut être intéressant. Alors, il est 17h59, on va prendre contact avec Bird et on va commencer l'émission. Alors, si j'arrive à la voir... Ok. Alors 18h, ça y est, on va commencer tranquillement. J'attends que Bird se connecte sur Skype pour lui passer le coup de fil. Voilà, bah Bird il est avec nous. Il nous rejoint dans une petite seconde. On voit l'euro-dollar a marqué de nouveau plus haut, mais c'est quand même assez hésitant, hein. On a du mal à aller chercher vraiment des nouveaux plus hauts. Donc on va en discuter, on va voir un peu son avis. On sait que Bird publie régulièrement des analyses, notamment sur l'euro-dollar et sur le livre sterling face au dollar. Et l'euro-dollar aujourd'hui a suivi un chemin assez incroyable. Ici on le voit en 1 minute, donc grosse volatilité. C'est pas tous les jours qu'on a autant de mouvements, donc c'était intéressant. Voilà, Bird vient de se connecter, on démarre l'émission. Il est donc 18h, bienvenue à tous sur videobourse.fr. Allô, allô. Alors, le temps qu'on se connecte avec Bird, ce soir on n'a pas défini de sujet précis, comme j'ai dit, on va s'intéresser à la volatilité des cours aujourd'hui, on va essayer de trouver des raisons déjà à cette volatilité, etc. Alors bonsoir Bird. Bonsoir. Tu m'entends? Très bien. Ok, parfait. Alors sur le chat, vous pouvez me confirmer que tout est ok au niveau du son et de l'image, comme ça on va pouvoir commencer immédiatement. Alors... belle volatilité, hein, Bird, sur les cours cet après-midi. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon, là, parfait, impeccable. Ok, je te disais, belle volatilité cet après-midi sur les cours. Ouais, beaucoup de volatilité. Une bonne journée pour les traders en intraday. Est-ce que tu as eu des signaux du coup en 4 heures ou... Non, en 4 heures, j'ai rien eu du tout. J'ai juste pris une position dans la nuit ici, donc ça veut dire très tôt en matinée chez vous, sur le USD GPY. Justement, on en avait parlé hier. Donc, je me suis dit, on va essayer de suivre un peu ce qu'on dit. Donc j'ai respecté un petit peu ça et j'ai pris un short sur le USD GPY. Donc ça, c'est dans le cadre du compte moyen terme ou court terme, intraday? Ça, c'est le compte intraday qui est publié sur le blog, toujours sur MyFixBook, disponible en visuel, sur le blog. Ok, donc un gain encore ce jour? Un gain, aujourd'hui, je vais pas regarder exactement. Si on va sur le blog, je vais mettre un lien comme ça. Voilà, ça va un petit peu aider le monde. Un gain de 35 pips sur l'USD GPY, 35 pips sur l'USD GPY, c'est pas nécessairement mauvais, vu que c'est une paire qui est quand même un peu moins volatile que le CAD ou l'euro-dollar, c'est pas mauvais. Ok, bah écoute, justement on en parlait hier, alors attends, je vais couper le son du chat.
Oui, donc finalement, oui, dans le cadre du trading intraday, tu t'ouvres un peu plus de paires que celles que tu trades habituellement et que tu connais bien, que sont l'euro-dollar et la livre sterling face au dollar. C'est ça. J'essaie Ok. un peu plus de diversifier parce que bon, étant donné que c'est de l'intraday, on peut se permettre plus de choses. Et puis, étant donné, comme je t'avais dit, que c'est pas sur mon compte réel, que c'est dans le cadre du concours RTFX, donc je me lâche un petit peu plus sur ce compte que sur le compte, sur mon compte réel, donc le compte principal en 4 heures. Ok, donc une belle progression de 5,18% pour le moment. Ouais. Ok, parfait. Tu fais attention à la taille des lots sur celui-là ou pareil, tu fais pas attention comme sur le compte Bah, ça ressemble un petit peu plus à ce que je fais d'habitude. J'ai ouvert un compte un peu plus petit, donc de 1000 dollars pour. Alors, Ok. alors, je demande juste si c'est ok au niveau du son. Normalement, ça a dû revenir maintenant. Donc, on va enchaîner. Oui. Oui, donc je conseillais ce matin de trader voilà, le range dans sa globalité, c'est-à-dire soit les rebonds sur zone de résistance, donc juste au-dessous des zones de résistance ou au-dessus des zones de support. Bon, bah, ce matin, on avait quand même eu un vrai signal de rebond, je pense, je sais pas ce que tu en penses, toi, en 4 heures, à partir de la bougie de 8 heures française. Alors, toi, je sais pas comment ça. Oui, ouais, je vois très bien, de quoi tu parles. Donc là, moi, ça m'a semblé plutôt judicieux de shorter en se protégeant au-dessus de la résistance. Et en fait, au niveau du stop loss, il y avait un point d'entrée, donc un buy stop, donc pour jouer la cassure. Donc même en jouant ce scénario, Vous avez les deux scénarios, ok, d'accord. donc même en jouant ce scénario qui s'avérait faux au départ, bah, on peut réaliser un bénéfice donc en jouant la sortie du range. Donc c'était une journée quand même assez intéressante, très volatile. Ici, je l'ai mis en 4 heures. En 4 heures, on voit qu'on a eu une sortie à la baisse de la trendline haussière que l'on observait depuis. Alors, quand est-ce qu'on trouvait la base de la tendance haussière? C'était à partir de début juin 2010. Donc ensuite, on a eu une accélération baissière qui nous a amené vers les 50% de retracement de cette dernière. Phase de consolidation, donc l'évolution dans le range. Alors, on me dit que ça coupe. Évolution dans cette période de range et actuellement sortie à la hausse très virulente et déjà ça vient confirmer un peu ce qu'on avait dit par rapport à une éventuelle épaule tête épaule inversée qu'on pouvait observer et là désormais on semble revenir au niveau de l'ancien support oblique haussier qui pourrait désormais jouer un rôle de résistance. Comment tu vois les prochains jours soit par rapport à cette accélération haussière? Comment je vois, là par contre moi, étant donné que là on peut parler vraiment d'une confirmation de sortie de la zone des 1,29, là je pense qu'il n'y a plus débat là-dessus. Pour moi ça sera un redépart à la hausse, tout simplement. J'attendrai de revoir un retour technique, donc si tu veux un retour technique baissier sur la zone des moyennes mobiles 50 et 100 avec une stochastique en survente. Et là, je spotterai vraiment les longs et uniquement les longs sur l'euro-dollar les prochains jours. Ok, donc justement, comment faire? Tu vas essayer de trouver des zones de rebond intéressantes? De rebond en tendance, du swing trading en tendance, parce que là, il semblerait qu'on ait un départ, une dynamique haussière intéressante sur l'euro-dollar. Donc, je spot c'est ce retour haussier sur l'euro-dollar. Ok. Tu vas rester sur une unité de temps 4 heures ou tu vas essayer de baisser dans les unités de temps pour éventuellement avoir de cerner des zones de rebond plus dynamiques? Non, je reste en 4 heures. Ça me plaît bien, moi, 4 heures. Ça articule bien pour moi les tendances. Je vais poser une vidéo, je vais l'annuler. On va voir, c'est peut-être lié à ça. Donc j'annule. Ah oui, c'est sûrement lié à ça. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ça c'est clair que dès l'instant où je upload une vidéo, j'ai beaucoup de mal à lire les streams qui sont sur Vidéo Bourse. Ça bouffe énormément de bandes passantes les uploads sur YouTube. Ok. Donc on va voir si c'était lié à ça. Donc merci de me l'indiquer. C'est ça. Ouais, voilà, tu vois, ça revient tout de suite. Voilà. Ok. Donc les uploads quand tu es en live parce que ça bouffe beaucoup de bandes passantes. Voilà, bon, en ce moment on a pas mal de soucis techniques lors des émissions, je suis vraiment désolé. Pour information, maintenant on peut retrouver les lives en différé directement sur YouTube, puisque je les exporte sur YouTube, donc c'est mieux, puisque des fois on a du mal à lire les vidéos en différé sur live stream. Au moins sur YouTube c'est clair et net. Donc par exemple l'émission d'hier soir, on avait eu quelques problèmes techniques au début avec Gilles, vous pouvez la retrouver sur le forum ou alors sur la chaîne Vidéo Bourse sur YouTube. Donc Fred Mandarine me confirme que tout... Ok, ouais, tu disais Bern? Non, c'est très bien ce que tu fais là. C'est vrai que revoir c'est insupportable et YouTube c'est quand même
beaucoup plus clean et c'est une très bonne initiative que tu as fait. Ok, bah on va voir donc si tout le monde le reçoit mieux. Donc là apparemment tout est ok de nouveau, donc on peut enchaîner. Donc on parlait de l'euro-dollar. Je vais te couper, je te coupe, je sais pas, on va rester dans le même contexte parce que rappelle, enfin si pour ceux qui étaient là lors de l'émission, enfin la fin de l'émission quand j'étais avec toi hier, on parlait justement des ranges et justement c'est intéressant parce que là on a vraiment, ça articule vraiment ce que je disais hier soir. Quant à ma théorie, je dis pas, enfin pour moi c'est vraiment mon idée à moi et la façon dont je pense. Quand je te parlais des ranges en fait, quand on constatait un range, il était déjà trop tard pour le trader. Je sais pas si tu te rappelles quand j'avais parlé de ça. Et là, ça illustre complètement en fait ce cas de figure. On voit le range en 4 heures qui est très bien dessiné et qui est entre 1,2600 et 1,2900. Donc là c'est clair et net, il n'y a pas de débat là-dessus. Et si on était dans une optique de trading en range, donc en marché qui évolue de manière horizontale, on aurait pris, comme on l'avait dit hier, évidemment un trade si le cours venait chercher les 1,2900, chose que tu as faite en essayant de tenter le rebond, comme tu l'as dit tout à l'heure, et on a vu l'explosion à la hausse. Donc ça articule vraiment ce que je disais hier. Quand on constate le range, il est déjà trop tard. C'est-à-dire que quand on a déjà en présence, en visuel, le range, il est déjà trop tard à le parce que la cassure de ce range est imminente en fait. Et ça articule vraiment bien ce que je disais hier, le cas de figure sur l'euro-dollar. Voilà, on aurait tradé le range, chose qui était plus ou moins normale, de venir chercher un short à 1,2900 si le cours revenait chercher 1,2900. Pour les gens qui ont joué le range, ils sont pris une grosse claque parce qu'on a explosé le range en sortie à la hausse tout de suite après. Donc vraiment l'importance une fois qu'on a constaté le range, d'après moi il est quand même déjà bien trop tard pour commencer à le trader en range en fait. Alors en effet on s'en rappelle, c'est exactement ce que tu avais dit hier, donc là ça on peut nier que voilà c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant ça confirme également, je veux dire là on l'avait repéré depuis un bon moment quand même le range, donc qu'est-ce que tu en penses? Alors pareil, j'en reviens à peu près à ce que je disais hier. Moi, mon problème avec le trading en breakout, c'est le stress que ça génère et la problématique que ça me porte à l'éloignement des stop-loss et la difficulté de placer un stop-loss pertinent sur breakout. Je m'explique. Donc déjà, pour trader un breakout, il faut considérer une zone où le breakout est effectif parce on voit beaucoup des zones de rebond où on vient juste titiller ou tester sur 10, 15, 20 pips pour redire, et toi y compris. Donc si tu veux, pas facile dans une stratégie de breakout de rentrer avec un stop limit ou avec un buy limit, un buy stop pardon. Donc déjà de savoir bien constater la breakout quand elle est effective. Donc déjà pas facile de poser ça. Difficulté de poser son stop loss. On sait pas trop où le mettre. Est-ce que le cours va revenir en pullback? Qu'est-ce qu'on fait? On se met beaucoup plus bas, donc on risque d'avoir des stop loss beaucoup plus éloignés, donc ça veut dire un take profit plus éloigné, donc des trades un peu plus difficiles à mettre en place. Et le stress que ça implique dans tout ça. Donc vraiment, moi c'est pour ces 4-5 raisons que je ne trade pas en breakout, c'est parce que le stress que ça génère, la difficulté de se positionner quant à l'effectivité du breakout et l'éloignement des stop loss, donc des ratios qui sont très durs à mettre en place. C'est vraiment la difficulté pour moi de trader en breakout et c'est pour lesquels je n'ai pas tradé sur le compte principal. On est en range, je ne trade pas les ranges parce que pour moi, dès l'instant où il y a range, il est déjà trop tard. Et 2, je ne trade pas les sorties de range parce que ça génère les choses que je viens de dire. Donc vraiment, pour moi, le mieux, c'est vraiment le swing trading, d'attendre, quitte à ce que ça prenne, comme sur mon compte, une semaine, 10 jours, on ne traite pas pendant une semaine, 10 jours, et on attend vraiment que le marché nous donne plus d'indications et une force réelle pour rentrer dans ce mouvement et dans cette force. Ok, voilà, au moins c'est clair. Donc pour cette précision par rapport à ton choix de trading et de suivi de mouvement en fait, donc par rapport à tes prises de position sur phase de rebond et non pas sur continuité, donc comme des signaux de breakout. Donc là, à court terme, tu as quand même une expérience des marchés. Donc si je te demande un avis là actuellement à 18h15 après une telle journée haussière, comment tu vois la soirée? Alors déjà tu me donnes 2 secondes que je baisse dans les unités de temps parce qu'en 4 heures c'est un peu plus difficile sur la journée. Et alors aujourd'hui moi aujourd'hui c'est certain que je prendrai plus position sur l'euro-dollar. On parle toujours de l'euro-dollar. On voit quand même que prendre short serait limite suicidaire quand on voit des sorties comme ça, même si un scalper éventuellement pourrait tenter de prendre, mais bon, étant donné que je scalpe pas, je ne prendrai pas short.
je suis dans une optique uniquement longue sur l'euro-dollar. Ça veut dire que je spot uniquement les buys. Pour moi, la journée est faite sur l'euro-dollar, donc il n'y a plus rien à faire, donc je ne prendrai pas position. Moi, ce que je pense prévoir actuellement, bon, j'ai pas la prétention d'avoir la capacité de prévoir les cours, mais je vois quand même une consolidation jusqu'à la fin de la journée Wall Street aujourd'hui. Je vois mal Wall Street encore poursuivre cette dynamique à la hausse qui a été quand même très forte, parce qu'ils ont quand même fait l'équivalent de, je vais regarder par rapport à l'ouverture, depuis l'ouverture, on a fait 172 pips sur l'euro-dollar. Je les vois mal aller rechercher un autre 100 pips. Je vois bien une consolidation jusqu'à la fin de séance à Wall Street aujourd'hui. Ok. Justement, on a un peu de mal à savoir. Il y a quand même une raison à cette volatilité. Je pense qu'elle n'est pas arrivée. Elle est quand même assez énorme. Donc je pense pas qu'elle est arrivée sans aucune impulsion d'ordre fondamental. Certains, en tout cas, peut-être que c'est le cas, mais ce sera intéressant de voir s'il n'y a pas des raisons derrière tout ça. Donc justement sur le chat, si certains d'entre vous ont des documents, des articles ou des choses à propos de la volatilité, on va dire exceptionnelle, c'est le mot approprié, de ce jour, n'hésitez pas à l'indiquer. J'ai vu Curunir qui a suggéré qu'il s'agissait peut-être encore de la réunion donc de Bâle, donc Bâle 3. Par rapport à les prises de décision concernant les banques, il me semble, si certains ont des articles précis par rapport à ça, ça pourrait être intéressant de nous les faire partager. S'il y a eu des annonces particulières dans l'après-midi, ça peut être également intéressant. L'envolée de l'euro-dollar, nous dit Phil. Ouais, en effet, ça s'est bien passé. En tout cas, c'était intéressant pour les traders court terme qui avaient une stratégie de suivi de tendance. Je pense qu'ils se sont mis plein les poches. Par rapport aux indices, on a eu un S&P qui a été assez surprenant. Si je me place en M15 ici, d'ailleurs on l'avait dit cet après-midi lors du live de 15h30, on avait fait l'ouverture tout à l'heure. L'ouverture s'est faite à la baisse et on a même franchi à la baisse la trendline haussière. On a confirmé, on voit ici en 15 minutes cette sortie à la baisse avec une belle bougie baissière. Au final, accélération haussière assez, même très importante pour terminer sur des plus hauts, beaucoup plus hauts que la veille. C'est un comportement assez surprenant, c'est des faux signaux techniques. Alors, ceci dit, à l'ouverture, les 30 premières minutes, souvent il se passe beaucoup de choses. C'est assez difficile à interpréter et il y a beaucoup de traders qui ne traitent jamais les premières minutes de l'ouverture de Wall Street puisque les marchés sont trop chaotiques. Là, c'est exactement ce qu'on a eu cet après-midi. Donc, c'est un constat. On verra si ça s'observe les prochains jours. Et je pense que c'est suffisant, ce nouveau plus bas, pour modifier cette trendline haussière sur le S&P là, que j'observais ici. Je voulais ajouter quelque chose, je crois, par rapport à l'ouverture. En tout cas, quoi qu'il arrive, on reste largement dans une dynamique haussière sur la S&P 500 ici à court terme. Si je prends l'or, ici on va se mettre en graphique journalier pour mieux se rendre compte. Sur l'or, on marque largement des plus hauts que les précédents. Ce qui me surprend tout à fait, puisque comme on le sait, l'or est une valeur refuge par excellence. Le dollar est également une refuge valeur par excellence. Donc c'est vraiment le dollar qui a été visé et non pas l'euro qui a surperformé aujourd'hui. En tout cas, c'est quand même assez ambigu. On avait l'habitude de voir le dollar et l'or évoluer un peu dans le même sens. Là, on voit une décorrélation vraiment flagrante. Donc si vous avez des idées, toi, je pense, Bert, que tu n'as pas d'idée particulière par rapport à ça, parce que je sais que c'est pas ton domaine d'étude. Oui. Ouais, ok, donc si certains ont des informations par rapport à ça, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez incroyable qui se passe. Et ceux qui traitent les corrélations, il va quand même y avoir quelque chose qui va se passer, soit un rattrapement de l'or, soit un rattrapement du dollar, ou alors on a le dollar ou l'or qui perd son rôle de valeur refuge, et à mon avis ce ne serait pas l'or. Donc c'est qu'il y aura vraiment des craintes par rapport au dollar. Il faudra voir par quoi elles sont impulsées, etc. Donc ça, c'est vraiment d'ordre fondamental et ça peut être intéressant. Je pense que certains ont pas mal d'informations là-dessus. Donc là encore, n'hésitez pas à partager vos articles, etc. C'est un sujet assez intéressant à mon avis. Donc l'or, si tu veux jeter un coup d'œil, Bird, qu'est-ce que tu en penses toi de l'or si tu veux donner un point de vue technique et fondamental également si tu en as un. Ouais, moi fondamentalement, déjà l'or, c'est un des rares produits où je ne spotterai que les longs. On sait que l'or, ça fait que monter depuis toujours. Ça a rarement connu des phases, ça s'est rarement déprécié réellement. Quand on a une tendance qui s'articule depuis des décennies, on évite d'aller contre ça. Donc vraiment, moi, je suis vraiment uniquement, c'est un produit sur lequel que je ne shorterai jamais, étant donné que je suis pas un scalper et que je ne travaille que en tendance. Quand je regarde techniquement en H4,
Bah ouais, une belle envolée. Bah pour l'instant, pour moi, il n'y a rien. Éventuellement, je prendrais comme d'habitude sur un retour technique en swing trading avec une stochastique en survente et une approche des moyennes mobiles 50 et 100. Quand on regarde l'or sur une stratégie comme la mienne, je dirais pas que c'est de l'argent facile, mais c'est dommage que je ne le traite pas plus parce que quand je regarde vraiment en arrière, les tendances sont très nettes et les signaux sont extrêmement clairs. Il y a de l'argent à faire sur l'or et d'ailleurs je vais essayer de prendre plus de positions sur l'or, même si les spreads sont un peu plus chers et que c'est un produit un peu plus cher à trader. Mais il y a vraiment de belles opportunités à faire sur l'or, c'est indéniable. D'accord, ok. Merci pour la précision. Donc, on a Marc Toiti cet après-midi, on a vu lors de la session de trading de 15h, qui dit attention aux bulles sur l'or. Là, c'est plutôt d'un point de vue fondamental. Et il dit que finalement, l'or s'envole, alors qu'en ce moment, on n'est pas non plus dans une situation catastrophique. Donc, il faut faire attention aux situations de bulles. D'un point de vue fondamental, et il dit, s'il ne dit pas de trader à la vente puisque la dynamique est clairement haussière, il dit de se méfier et de ne pas prendre position au plus haut pour ne pas se faire piéger comme le pic haussier qu'on avait eu dans les années 80. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est possible une bulle sur l'or? Une bulle sur l'or, je ne sais pas si c'est possible parce que l'or c'est quand même très particulier. De toute façon, c'est quelqu'un qui connaît quand même très bien les marchés, ce monsieur, donc je n'irai pas contre nécessairement ce qu'il dit. C'est évident, il a raison, ne jamais acheter sur des plus hauts, ça c'est la base de tout échange, hein. On n'achète pas quand on est sur des pics comme ça. Ouais, voilà, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Tout à l'heure, moi je suis dans la même optique parce que je trade en swing trading, donc je ne prends jamais de position sur des plus hauts, comme il peut arriver des fois en breakout, justement, ça peut être aussi un problème de breakout, on peut se retrouver sur des plus hauts. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Moi, de toute manière, tant que je vois une tendance haussière, je continue dans la tendance haussière et je ne prendrai pas sur les plus hauts parce que je trade en swing. Donc fondamentalement et techniquement, il a raison. Mais bon, quoi qu'il advienne, je vois mal l'or se déprécier fortement du jour au lendemain. Donc l'optique reste à la hausse et uniquement à la hausse sur l'or tant que le marché nous dit qu'on est haussier. Ok. Je te propose qu'on passe à un autre produit, les indices européens et plus précisément le CAC 40. Je sais pas si tu as le CFD sur ta plateforme. Oui, j'ai le CFD, le temps de me mettre en place. Je te laisse commencer. Alors, moi je vais me mettre en 4 heures dessus. On voit qu'on a une phase d'hésitation actuellement. D'ailleurs, si on baisse dans les unités de temps, par exemple en 15 minutes, on voit un range assez fort. Avec, alors attention, je vais supprimer l'indication en haut à droite. Rappelez-vous qu'on est bien sur le CAC. Voilà, sinon on ne voit plus les cours. Une pression acheteuse qui pourrait nous faire franchir à la hausse la résistance de ce range et donc pareil sur une poursuite du mouvement haussier. Justement, tu avais l'air de ne pas être tout à fait d'accord avec Scalper par rapport à notre discussion sur les gaps de fin de semaine dernière. On en a reparlé hier avec Gilles. Toi, les gaps, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que tu trouves pas de signaux particulièrement intéressants par rapport à ces derniers? Il faut s'y intéresser parce que de toute manière c'est intéressant. Maintenant, non, j'ai pas de signaux. Ça me donne pas. Je ne traite pas les gaps, donc ça me donne pas plus d'indications que ça en termes d'entrée. Mais c'est certain que c'est intéressant de se pencher sur les gaps, même si je considère que les jouer, si c'était vraiment si prolifique que ça, on le ferait tous. Je pense qu'on n'est pas stupide à se prendre la tête sur des stratégies alors que si chaque gap retracé à 100%, ou même à 90%, ou même à 80%, tout le monde ferait ça uniquement tous les jours et on gagnerait de l'argent. C'est pas si simple que ça. Donc les trader, non, mais les observer et travailler avec, oui, c'est évident. Ok. Quelle approche tu aurais par rapport à ces derniers? Est-ce que tu les utilises actuellement ou est-ce que c'est une volonté de le faire par la suite? Non, j'utilise pas. C'est juste dans le cadre d'un trading intraday, oui, ça peut être intéressant, ça peut nous donner des indications éventuellement. Quant au trading en intraday, mais moi en H4, ça ne me perturbe pas plus que ça. J'y prête pas plus attention, mais pour les traders en intraday, et pour par exemple un compte sur lequel je trade en intraday, c'est évident que les gaps, je les prendrai en compte. Ok. Donc ça c'est bon. Et donc un avis sur le CAC en 4 heures par exemple. Moi je vais commencer par faire ma petite analyse parce que finalement j'en ai pas parlé. On est juste en dessous d'une précédente résistance horizontale qui avait été marquée à 3797,3 points.
Alors, je vais plutôt prendre sur FX Pro. Alors, du coup, il faut que j'ouvre ma plateforme. Bah, vas-y, je te laisse enchaîner. Donc, ton point de vue en 4 heures sur le CAC 40. Bon, le CAC 40, c'est vraiment pas un produit sur lequel j'ai vraiment de compétences particulières, donc il faut prendre quand même assez légèrement tout ce que je vais dire sur le CAC, parce que je connais vraiment pas, enfin je ne trade absolument jamais cet indice. Techniquement, oui, on est à 37,79,00, donc un chiffre rond, une résistance assez importante, il me semble. On est actuellement sans réelle tendance sur le CAC, même si on semble avoir une dynamique haussière ces derniers temps, mais pour moi on évolue dans un range de consolidation, donc une tendance horizontale, donc sans tendance. Je serais complètement flat sur le CAC et moi je ne vois absolument rien hormis l'éventualité de jouer le short sur les 37,79,00 qui serait intelligent, mais je le ferai pas. Donc non, pour moi le CAC c'est flat, et tant qu'on s'articule pas sur une tendance vraiment précise, je ne suis pas du tout intéressé à prendre quoi que ce soit sur le CAC. Ok. Pourquoi tu traites peu le CAC? Qu'est-ce qui a fait le choix en fait des paires ou des produits que tu traites le plus? C'est sur quels critères tu t'es basé? Je connais très peu le CAC et le marché français. Donc, de ça, comme tu le sais, par ma place géographique, donc en termes de temps, c'est quand même un peu plus compliqué pour moi de trader sur un produit qui se trade uniquement la nuit. De mon côté, je parle pour le cash, pas pour les futurs, mais non, je me suis jamais réellement penché sur ce produit. Il était plus ou moins cher quand même à traiter, donc de l'instant on a un produit un peu cher à traiter, j'évite un peu. Je sais pas, je suis pas séduit très séduit par ce produit. Il y a rarement des belles tendances, on voit des forts gaps parfois. C'est un peu un produit qui m'intéresse pas nécessairement, donc les configurations qu'il nous donne m'intéressent pas, donc je le traite peu. Je le traite pas. Et cet avis, est-ce que tu le partages sur tous les indices, ou est-ce que il y a quand même des indices il y a le S&P 500 qui est quand même un indice que j'affectionne beaucoup, ne serait-ce parce que je suis du côté du fuseau horaire de New York, donc c'est un peu plus simple pour moi de suivre un peu les actions et le marché américain. C'est un produit qui évolue beaucoup plus en tendance que le CAC, très peu de gap, plutôt sain dans ses mouvements, moins erratique, et puis surtout qui développe de vraies tendances parfois, et qui pour moi est très important, parce que dès l'instant où on évolue en range, je suis flat. Donc une parité ou un produit qui n'évolue qu'en range, pour moi c'est un produit intradable, donc je préfère pas prendre ces genres de produits. Ok. Donc moi je vais donner mon avis sur le CAC 40 en 4 heures, donc à moyen terme. La dynamique de fond est baissière depuis les plus hauts que l'on avait marqués en 2007. On a marqué les plus bas au plus fort de la crise début 2009, donc en mars on a vu un retour vers les 2460 et quelques points. Alors avec le recul on se dit que c'était vraiment trop bas, sur le coup c'était la panique, donc on peut pas savoir, sinon ce serait trop facile, mais puis de toute façon actuellement on n'a quand même pas retracé énormément. Alors que les indices en général, par exemple je pense au DAX ou aux indices américains, ont quand même beaucoup plus retracé que ce qu'on a observé sur le CAC 40, sur lequel on s'est arrêté sur les 38,2% de retracement de la dynamique baissière liée au subprime. Je pense que fondamentalement il reste quand même du potentiel, puisque l'économie française n'est pas si mal que ça. On avait vu quelques vidéos d'analystes d'ordre fondamental qui n'étaient pas si pessimistes. Donc fondamentalement à moyen long terme je serais plutôt haussier, ça ne m'étonnerait pas en tout cas si les données économiques restent les mêmes et qu'on continue à évoluer tranquillement, donc sans catastrophe comme ce qui se passe depuis quelques mois maintenant. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un ralliement des 4000 points, qu'on a déjà touché au début de l'année, voire les 50% de retracement, donc un retour vers les 4300 éventuellement. Donc ce sera un avis fondamental plutôt haussier. Maintenant techniquement la dynamique de fond était baissière, on a vu avec le canal que j'ai tracé ici en journalier. À plus court terme on sent une pression acheteuse depuis la fin de la crise des subprimes et la période de reprise, avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts qui ont été de plus en plus bas pendant un moment, mais actuellement on semble vouloir sortir à la hausse de ce triangle, même si on peut en tracer d'autres, donc comme toujours après c'est subjectif.
Actuellement, je serais neutre parce qu'on n'a pas de signal suffisant, mais on sent quand même une pression acheteuse, donc j'attendrai une belle bougie haussière, un franchissement des précédents plus hauts, notamment du range, donc du haut du range, donc qui se situerait avec un franchissement des 3800 points. Mais si on a une très belle bougie haussière qui nous fait passer toutes les zones de résistance potentielle que je traçais ici, je serais quand même plutôt long sur le CAC 40 avec l'objectif que j'ai donné précédemment. Donc c'est un avis plutôt haussier sur le CAC 40 avec une attente de confirmation avec un signal plus précis. Par rapport au gap du début de semaine, moi les gaps je ne suis pas du tout spécialiste, c'est pour ça que je pose beaucoup de questions à ce sujet, etc. On verra s'il est comblé ou non, je serai incapable de le dire. Moi je l'ai joué à la baisse sur le DAX, on verra si ça paye ou non. Je me suis protégé sous les précédents plus hauts. Là sur le CAC 40 on a un gap qui pour le moment est laissé ouvert, donc et les cours les investisseurs ne semblent pas déterminés à le combler, donc on verra comment ça évolue par la suite. En tout cas on termine suite à ce gap sur 2 journées moyennes plutôt haussières, mais quand même pas avec un gros engouement haussier, donc je reste mitigé. J'attendrai, comme j'ai dit, un signal plus précis en privilégiant les prises de position acheteuses sur le CAC 40. Donc si on a des signaux de retournement, en revanche j'éviterai de prendre position parce qu'on resterait dans un triangle avec une dynamique de fond court terme plutôt haussière, donc je ne m'exposerai pas à marcher contre la foule en fait, en gros. Pour réagir à ce qu'il dit sur le chat, ça on a vu des articles très sympas aujourd'hui et plutôt drôles, donc ça c'est toi qui l'as mis, Bird, et c'est publié sur Business Insider. C'est un site que tu utilises souvent, ça, je crois que tu nous en avais parlé la dernière fois de Business Insider justement. Bah, les articles plutôt sympas, c'est pas quelque chose que j'utilise dans mon trading du tout, mais c'est plutôt un article, c'est plutôt un site sympa sur le monde de l'investissement et du business, et avec parfois des articles décalés et plutôt drôles, donc vraiment ouais, c'est un site sympa que tu consultes un peu de temps en temps. Des fois c'est moins sympa, des fois c'est très intéressant, donc non, c'est un site vraiment que je recommande aux gens qui ont envie de savoir un peu et de prendre la température du business américain. Ok. Alors, pour revenir à ce que tu trades habituellement, il y a la livre sterling. La livre sterling, ça a moins bougé que l'euro-dollar, mais il y a quand même eu Enfin, ça a moins bougé, non, en fait. Je me rends compte que pas tant que ça. Au début de la journée, j'avais un peu moins de volatilité, mais au final, on a quand même une très grosse journée sur GBP-USD. Si je prends du recul en 4 heures, non, on a eu exactement la même journée en fait que sur l'euro-dollar, donc j'ai des bêtises. Si ce n'est qu'on était plus loin que le haut du range précédent, mais on l'a quand même franchi à la hausse. Donc désormais on semble avoir un retour des investisseurs et des acheteurs. Justement, en fait c'était sur le GBP-USD qu'hier on évoquait une configuration en épaule-tête-épaule et non pas sur l'euro-dollar comme je disais tout à l'heure, même si c'était également valable. Est-ce que tu penses qu'on a également un signal haussier comme ce qu'on a pu avoir sur l'euro-dollar sur le câble aujourd'hui? Oui, complètement. On semble repartir dans une dynamique haussière, donc oui, on sort des moyennes mobiles 50 et 100 clairement, là vraiment, il n'y a pas photo. Je dis pas que demain il y aura un signal, mais je pense peut-être demain, en fin de journée ou après-demain. Mais en tout cas, il y aura des prochaines opportunités à prendre sur ces deux parités, et ce sera des opportunités à la hausse, il me semble. Ok, donc on se verra ça. Sur ce, on a terminé nos analyses du jour. On va essayer de s'intéresser à un sujet en particulier. Alors si vous avez des idées sur le chat, donc n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat bleu en bas à gauche du cadre de diffusion. Sinon, toi Bird, est-ce que tu as une idée particulière de sujet à aborder? J'ai pas vraiment d'idée, on n'en a pas parlé aujourd'hui, j'ai pas vraiment réfléchi. Non, j'ai pas trop d'idées qui me viennent comme ça me paraît un peu, je sais pas, toi t'as quelque chose? Oui, on pourrait parler, on l'a évoqué tout à l'heure et on en a parlé hier, donc des ranges, donc des différentes manières de trader les ranges. Déjà il y en a deux majeures, et comme tu as dit, on a quand même tendance à avoir du mal à trader les rebonds sur zone de résistance et de support, puisque une fois qu'on les repère, c'est déjà trop tard. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de trouver des exemples pour illustrer ça. On en a eu un exemple très concret et on peut plus crédible avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur quoi tu te bases par rapport à ces difficultés de trader les ranges? Est-ce que par le passé tu avais essayé toi-même pendant un moment de trader les rebonds durant les ranges? Ouais, j'ai essayé. Je
pense comme beaucoup de gens, j'ai un peu tout essayé, donc c'est un peu difficile de... Mais ouais, donc comme je l'ai dit, dès l'instant où il est effectif et constaté, pour moi c'est déjà trop tard. Donc jouer les rebonds, oui, ça marchera, mais pour combien de cassures? Après, c'est évident qu'avec un bon money management, c'est réalisable. Cependant, il y a des parités quand même qui se prêtent plus au trading en range, comme l'euro GBP, qui est un peu plus une parité qui évoluerait dans ces genres de configurations-là. Donc après, il faut choisir un peu mieux ses produits. L'avantage de jouer les rebonds sur range, c'est là, par contre, on peut placer des stop-loss serrés avec des profits, avec des take profits plus élevés, donc avec des ratios positifs relativement importants qui s'apparenteraient à du 3 pour 1, du 4 pour 1, même de temps en temps. Après, tout dépend des unités de temps. Ça reste une stratégie qui pourrait être bonne sur le long terme, mais comme je l'ai dit, avec des ratios inférieurs à 3 pour 1, ça me paraît compliqué, parce qu'on va quand même voir souvent des sorties plutôt violentes. Donc oui, jouer les ranges, même si quand on les constate, il est un peu trop tard, le tenter quand même, car rien n'est impossible. On peut voir des ranges faire 3, 4, 5 rebonds avant d'exploser. Donc oui, avec un money management, comme je dis, un ratio de 3 pour 1, jouer les rebonds, un stop loss serré, un take profit plus éloigné, ça pourrait être une stratégie, j'ai envie de dire, il faut rien écarter, mais c'est une stratégie qui ne séduit pas plus que ça. D'accord, ok. Et donc, c'est une stratégie qui ne t'intéresse pas, que ce soit dans le cadre des rebonds comme des sorties, puisque là on a vu par exemple dans le cadre... les sorties par contre, je suis pas du tout intéressé. Là, autant les rebonds, on pourrait mettre quelque chose en place, même éventuellement on teste sur vidéo bourse, ça pourrait être sympa de le faire. Mais par contre les breakouts, non, vraiment là... Vraiment, j'élimine vraiment les blagues. Les breakouts, réellement, je les élimine de mon plan de trading à moi, parce que beaucoup trop d'inconvénients pour trop peu d'avantages, donc j'élimine les breakouts d'entrée. D'accord, mais tu parles de stress par rapport au breakout. En fait, le stress, tu peux, déjà, quand on trade les breakouts, on peut placer, en tout cas sur résistance et support horizontaux, comme c'est le cas pour les ranges, on peut fixer ses ordres à l'avance sans plus du tout s'en occuper, et donc avoir tout le temps de placer ses stop loss et objectifs tranquillement. On peut également respecter des ratios gain-perte assez importants si on a des breakouts violents, comme c'était le cas aujourd'hui. On peut aller chercher des gros objectifs en risquant très peu finalement. Donc on retrouve, en tout cas d'après moi, des avantages assez similaires à ceux du fait de trader les rebonds dans un range. Par contre, on n'a pas l'inconvénient de repérer trop tard le range. Au contraire, à partir du moment où on arrive à le tracer, on détermine directement ces zones, on a le temps de les trader. Qu'est-ce qui te gêne précisément dans ce trading de breakout, et en quoi tu trouves ça stressant? Est-ce que simplement des difficultés pour placer tes stop loss et objectifs, ou alors il y a également autre chose? C'est une bonne question. On se trouve souvent, comme le disait l'analyse tout à l'heure sur ta vidéo, on évite quand même d'acheter sur les plus hauts et de vendre sur les plus bas. Enfin, on évite de vendre à découvert sur les plus bas. Maintenant, moi, mon problème avec les breakouts, c'est qu'on se retrouve souvent dans des situations de plus haut et de plus bas. Faut se le dire. Par exemple, jouer la cassure sur 1,2900 aujourd'hui sur l'euro, c'était relativement cavalier, parce qu'on avait quand même une belle accélération haussière, donc on pouvait quand même se retrouver sur un plus haut, sur une zone qui était quand même relativement haute. Donc la problématique pour moi des premiers des breakouts, c'est souvent qu'on se retrouve sur des situations de plus haut ou de plus bas, et que sur un plus haut on va se retrouver long, et que sur un plus bas on va se retrouver short. Donc déjà là, pour moi, il y a une petite problématique qui s'installe. Donc déjà là, cette problématique-là va me causer du stress dans un premier temps. Ensuite, pourquoi je vais stresser? Parce que mon ACL, je vais pas savoir trop où le mettre, parce que je vais être un peu loin, et que le marché est quand même susceptible de retracer, et que le marché retrace quand même, qu'on se le dise. Donc la difficulté de mettre des SL pertinents, c'est comme la grosse problématique du breakout. Il n'est jamais évident de bien placer son stop loss sur des stratégies de breakout. Et les TP, c'est pareil. Donc dès l'instant où on a du mal à placer son stop loss, et qu'il faut un minimum de ratio de 1 à 1, on se retrouve avec des TP souvent un peu éloignés. Donc des trades qui sont relativement difficiles. Après, pour moi, c'est ça. Moi, la difficulté, c'est qu'on se retrouve facilement dans une situation où mon stop loss il est loin, mon TP il est court, et que on sait très bien que ce genre de configuration, c'est très difficile sur le long terme. Donc voilà. Donc quand je dis stress, c'est surtout par rapport à ça.
et les situations de stress impliquent justement d'acheter sur des plus hauts et des fois de vendre sur des plus bas. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse pas. Et le fait aussi d'attendre aussi les explosions de volatilité qui sont plutôt rares, comme une situation comme aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Une explosion comme ça de l'euro-dollar, c'est pas tous les jours que ça se fait. Donc si c'est pour jouer un coup tous les 30 du mois, non merci. Donc voilà, donc c'est un peu ça, moi, tout ce qui me retient sur les breakouts, même s'il y a des tonnes et des tonnes de gens qui traitent breakout avec succès, moi de mon côté, et vraiment là je parle personnellement, il y a beaucoup trop de stress et beaucoup trop d'inconvénients pour très peu d'avantages. D'accord, ok, donc c'est une réponse précise. On a William P qui nous dit sur le chat à quoi sert la MACD. La MACD c'est un indicateur, William, qui est censé t'indiquer la tendance en cours, donc qui est un cumul de plusieurs moyennes mobiles. Si je veux te le représenter sur le graphique, on va le regarder. C'est un des indicateurs les plus utilisés. Personnellement, j'ai jamais utilisé, ou alors très peu. Toi, Bird, est-ce que tu l'as utilisé pendant un moment la MACD? Ouais, comme tout le monde, je vais essayer. Je n'ai pas été séduit. Maintenant, je dis pas que c'est un mauvais indicateur, c'est même un très bon indicateur, mais moi, il rentre pas dans mon plan. Mais c'est vrai que c'est un indicateur intéressant pour ce qui est du trading en tendance. D'accord, ok. Alors attends, je suis en train de le paramétrer pour que ça rentre bien à l'écran. Voilà. Alors pourquoi il m'a fait ça? Ok. Voilà. Donc là en bas de mon écran, comme tu vois, on a la MACD justement. Sur la MACD, tu as une courbe de signal qui est représentée en bleu ciel et donc la MACD, le niveau de la MACD qui est représenté par les histogrammes, donc les barres en histogramme gris sur mon cadre en bas. Donc la MACD c'est censé t'indiquer la tendance. Donc aujourd'hui sur l'euro-dollar ça a été quasiment tout le temps haussier. Durant la journée on a quand même été pendant un moment négatif. Donc théoriquement quand on est en dessous de la ligne de 0 on est censé être négatif. Quand on est au-dessus de la ligne de 0 on est censé être positif. C'est également un indicateur qui permet de repérer les divergences éventuelles. Donc là, tu vois, en gros, depuis les sommets de 17h36, on marque des plus hauts de plus en plus hauts sur les cours réels, alors qu'on marque des plus hauts de plus en plus bas sur la MACD. C'est un indicateur intéressant qui te permet de t'indiquer rapidement la tendance. Quand tu débutes, c'est pas mal pour prendre du recul et te rendre compte rapidement de la tendance et de ce qui se passe. Maintenant, c'est un indicateur comme les autres, c'est-à-dire qu'il indique certaines choses, mais que les informations sont déjà comprises dans les cours et c'est pas un indicateur miracle, c'est-à-dire que tous les signaux ne sont pas bons. Là, par exemple, si tu suis la divergence, il nous indique une divergence baissière depuis les deux premiers plus bas, donc depuis 17h49. Or, depuis 17h49, on ne fait que de continuer à augmenter sur les cours réels. Donc, les divergences sur la MACD, c'est pas le top. En tout cas, ça peut être intéressant si on les maîtrise et si on sait les lire, mais il y a des faux signaux, donc c'est pas l'indicateur miracle. Plus précisément, tu as une fiche dans la partie formation qui est spécialement dédiée à la MACD, si tu veux en savoir plus sur sa fabrication et sur son utilisation. Donc, je te laisse le lien sur le chat, William P, et donc tu pourrais en voir plus. Donc Bird fera une vidéo récapitulative des inconvénients et des avantages sur le trading en range et en breakout. Pour toi, Bird, tu mets dans le même sac le trading sur sortie de range que sur par exemple le franchissement de trendline, ou est-ce que c'est deux types de breakout différents quand même pour toi? C'est le même principe, reste le même, le principe reste vraiment le même. D'accord. Et donc toi, tu as une approche de suivi de tendance plutôt sur phase de rebond. Les pullbacks, donc justement les retours sur breakout, ça ne t'intéresse pas comme approche? Oui, si c'est plus pertinent déjà, tu vois. Donc déjà là, on touche à quelque chose qui est quand même plus pertinent que le breakout en lui-même. Le pullback, c'est quand même beaucoup plus sain. On a une vraie zone où là, on peut placer un stop loss beaucoup plus proche, un TP beaucoup plus éloigné. Ça s'apparente à un suivi de tendance parce qu'une explosion haussière semblerait nous dire une continuité dans cette explosion haussière. Donc là, par contre, on est dans quelque chose de beaucoup plus pertinent pour moi. D'accord. Et en fait, donc par rapport à un breakout, quel est l'avantage? C'est que tu as déjà la confirmation, tu sais que le breakout est bon en fait au moment du pullback? Reformule ta question, j'ai pas bien compris. Parce que si tu prends position dès le pullback, tu entres à un meilleur cours que si tu prends position une fois que... Exactement. Non, je veux dire, si tu prends position au breakout, tu prends position à un meilleur cours que si tu le prends sur le pullback, puisqu'en général le pullback il revient un petit peu plus haut quand même que le cours du breakout en fait au moment où il y a eu le franchissement, puisqu'en général tu le places vraiment juste au-dessus de la zone quand tu vas trader le breakout. Donc déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça, et sinon quel est l'avantage en fait? C'est quoi? C'est d'attendre que le breakout soit confirmé en fait?
Ah non, bah non, l'avantage pour moi justement c'est de prendre au meilleur endroit que le breakout, parce que le breakout tu le prends pas sur la ligne. Par exemple, on n'a pas pris break. Pour prendre l'exemple aujourd'hui là, comme ça tout le monde a vraiment le visuel dans les yeux. On a clairement une résistance à 29,00, donc là il n'y a pas de débat. On est tous d'accord, 29,00 c'est la résistance de la journée, voire même en H4 c'est la résistance depuis plusieurs jours. Donc là il n'y a pas de souci. Mais si je trade en breakout, un trader en breakout logique, il ne placera pas son buy stop à 1,29,00. Il va le placer bien plus haut, il va le placer au moins à 1,29,20. Parce que en dessous, ça peut être qu'un test. C'est-à-dire que c'est évident que le cours peut venir chercher un 29,4 et repartir à la baisse pour rebondir. Donc un breakout au minimum effectif, un trader de breakout logique le placerait au moins à 1,29,20. Je ne sais pas si tu es d'accord déjà. Non, en fait, justement, moi je suis pas tout à fait d'accord. Après, je suis pas tout spécialiste du trading en breakout et j'ai jamais eu de bons résultats sur le long terme, donc c'est pas un avis spécialement pertinent. Mais pour moi, quand je trade un breakout, je place mon buy stop juste au-dessus des plus hauts précédents. Par contre, j'inclus également les mèches, donc c'est-à-dire les ombres. Et là, moi par exemple, au final, sur l'euro-dollar, mon buy stop, donc pour trader le breakout, j'aurais placé à 1,2925 environ. Donc ça revient à peu près au même de ce que tu disais. C'est la même chose que je disais. Donc, en fin de compte, donc voilà, donc quelqu'un qui ferait des breakouts et comme tu disais, va se placer dans cette zone-là, donc un peu haut. Donc ça, c'est le minimum à 29,25. Donc combien de fois il va venir le cours tester à 25 pips pour repartir pour repartir après. On l'a vu, on le voit tout le temps et c'est quelque chose qui revient en permanence. Donc déjà, on va dire qu'on est un petit peu stressé parce que on n'est vraiment pas sûr que ça soit à 25 pips que le breakout va se confirmer. Donc déjà là, on est un peu haut dans le mouvement. Je sais pas si tu regardes, mais à partir du plus bas, on se retrouve déjà à 85 pips sur le mouvement haussier. Donc déjà, la stochastique en 15 minutes est déjà en surachat. Donc je sais pas si tu vois la situation. Donc déjà, on se retrouve sur plus ou moins plus haut. Le cours revient, on n'est pas choqué. Donc par contre, si on attend l'explosion à la hausse, donc on attend faire, l'explosion se fait, on ne prend pas position, on laisse faire l'explosion. Et par contre, si le cours revient aux alentours des 1,2900 ou 1,2910, là il y a une possibilité de prendre un breakout parce qu'on reviendrait chercher l'ancienne résistance qui là deviendrait support. Donc là je reviendrais chercher à bon compte parce que je serais un peu plus bas par contre. Et je serais moins stressé parce que mon stop loss serait beaucoup plus serré que si j'avais tradé en breakout. Donc là vraiment j'ai un stress beaucoup moins important. Et je me retrouve sur par contre un plus bas parce que là le cours aura retracé. Donc là je suis plus dans une situation où je suis sur un plus haut. Je ne suis plus sur un plus haut, j'ai un stop loss plus serré et je me retrouve dans une situation où je suis relativement dans le suivi de tendance. Donc là j'ai trois avantages là d'un coup là sur le pullback alors que je les avais pas sur un breakout. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Alors oui, je vois où tu veux en venir. Alors le compromis de ça par contre c'est, parce qu'il y a toujours un compromis en trading, c'est que parfois tu vas louper des signaux, des fois tu vas avoir des breakouts qui vont pas revenir, qui vont être vraiment décisifs et qui vont amener... Voilà, oui, après c'est une question de choix. Mais en effet, là on a bien compris tes arguments. En effet, l'avantage du pullback, de trader le pullback, c'est déjà qu'on a la confirmation que le signal est effectif et que c'est pas simplement un test ou un pétard mouillé comme je les appelle, donc c'est-à-dire une accélération, voilà, on ne sait pas pourquoi et on revient tout de suite en dessous. Donc on a cette confirmation et en plus ça permet de rentrer à meilleur compte d'après ton approche. Donc c'est des avantages intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes des... Ouais. Le sentiment de rater des opportunités quand on n'est pas sur les marchés. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se le dire et qu'il faut se comprendre. On n'est pas obligé de prendre position tous les jours. Il n'y a pas d'opportunité nécessairement tous les jours. Oui, les marchés évoluent tous les jours, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps, tous les jours sur les marchés. C'est possible de ne pas l'être. Donc, attendre un peu, c'est sain aussi, parce que attendre, ça veut dire qu'on est là dans une réflexion et on n'est pas obligé de prendre chaque mouvement. Donc ça, c'est vraiment important aussi de savoir attendre un mouvement. C'est pas grave si on n'a pas pris l'explosion du breakout, il y a une autre possibilité. Demain, le marché sera encore là, la semaine prochaine, le marché sera toujours là. Donc si on passe 1, 2, 3, 4 jours à ne pas trader, c'est pas si grave que ça. Je préfère ne pas trader et ne pas prendre de pertes que d'être sur le marché tout le temps et de me retrouver avec des pertes en fin de compte, parce que c'est très dur d'être tout le temps sur les marchés. Donc vraiment, je pense que c'est important aussi de se dire que oui, on va rater des choses, mais tant pis. Parce que demain, après-demain, il y aura d'autres choses qui seront peut-être plus claires, qui seront peut-être plus simples à trader. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. Ne pas vouloir tout le temps nécessairement être constamment sur tous les bons coups. Dans la vie, on n'est jamais sur tous les bons coups. C'est impossible d'être sur tous les coups. On peut pas être au four au moulin. Quand tu as une soirée, si tu as 2 soirées, tu peux pas faire tes 2 soirées au même moment. Tu es obligé de faire un compromis. Tu es obligé d'en éliminer une pour prendre l'autre. C'est pareil. Là, à un moment donné, il faut savoir aussi
fixer ses degrés d'importance et savoir ne pas trader. Et vraiment, ça, c'est un côté important que je répète souvent, mais c'est vraiment important aussi de savoir ne pas trader. J'avais fait une vidéo justement sur le blog, elle a eu pas mal de succès, beaucoup de gens l'ont regardé, parce que c'est important aussi de savoir ne pas être en position. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, mais des fois tu rates des positions, si tu descends d'unité de temps en 15 minutes, tu vas rater l'opportunité. J'ai peut-être raté des opportunités, mais combien de faux signaux je vais rater aussi? Combien de faux signaux je vais réussir à ne pas prendre? Combien d'argent je vais réussir à ne pas perdre? C'est ça qui est important aussi de savoir se dire. Et ça rentre dans un trading sur le long terme, de savoir aussi se mordre les doigts et ne pas prendre position, même quand il y a des expositions, des explosions de volatilité comme aujourd'hui. Ça, c'est important de se dire et je le répéterai jamais assez. Ok, on l'a bien compris, et des gens qui l'ont bien compris également, c'est EOL Trading qui programme des experts, ou alors même d'autres programmeurs sérieux qui programment des experts qui forcément sont dans le cadre de trading automatique, position sur des critères très précis et qui peuvent passer pas mal de temps sans trader et de prendre position que quand il y a vraiment des opportunités. EOL Trading obtient de très bons résultats. Il y avait notamment un expert qui était basé sur les breakouts, en tout cas sur les suivis de tendance avec le franchissement de précédents plus hauts. Je ne sais plus s'il prenait position ensuite sur pullback ou sur le franchissement même. Mais donc l'avantage d'un robot, c'est la discipline. Est-ce que pour toi vraiment c'est justement cette discipline qui est décisive? Et est-ce qu'il faut voir le trading comme quelque chose d'amusant et de plaisant, ou vraiment comme seul objectif final de gagner de l'argent? C'est certain que faut pas se cacher, c'est vraiment après c'est sûr que ça devient une passion et qu'on se passionne rapidement à tout ça, mais oui, il faut prendre du plaisir, et bien sûr que le but premier c'est gagner de l'argent, mais il faut prendre du plaisir, et on prend du plaisir quand on stresse pas trop. Moi c'est mon cas, quand je suis stressé, quand je me retrouve avec des positions qui me font un peu trop stresser, je prends moins de plaisir, je suis moins à l'aise. Et moi, mon objectif premier, comme je le dis, c'est vraiment de trader avec le minimum de stress pour le maximum de plaisir. Et quand on stresse moins, on fait beaucoup moins de bêtises, on se retrouve avec des profits qui sont plus importants. Donc vraiment, c'est cette optique-là que je mets vraiment en avant, c'est minimiser le ratio risque et gain. Ok. Alors on a Dédé qui nous dit sur le chat qui a peut-être une idée par rapport au rallye aussi qu'on a observé, qui nous dit c'est lié notamment au bon au bon UK, donc le bon des Royaumes-Unis, donc des bons chiffres par rapport à l'économie du Royaume-Uni. Alors j'ai pas vu spécialement ça ce jour, j'ai regardé mon calendrier, je sais qu'on a eu des bons chiffres US, en tout cas ils étaient pas mauvais, ils étaient meilleurs que les attentes, même si c'était proche des attentes, donc des prévisions, donc c'était en partie anticipé. Donc à 14h30 on a eu des chiffres qui sont tombés à 0,60 pour les principales ventes au détail, alors que c'était attendu en progression de 0,30. On a eu à 14h30 0,40 alors que c'était attendu à 0,30 les ventes au détail, non pas les principales ventes au détail, donc dans l'ensemble des ventes plutôt positives. Par contre ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas eu l'accélération à 14h30 mais à 15h30 avec l'ouverture de Wall Street. Donc à votre avis, à quoi ça peut être lié, et pourquoi on a un tel décalage alors qu'en général quand on a des news ça accélère au ce moment même? Également à votre avis, à quoi est liée l'accélération de l'or alors qu'on a eu des bons chiffres par rapport à l'économie globale? Ensuite on a eu des chiffres par rapport à l'économie européenne qui eux étaient moyens, même plutôt mauvais, avec l'indice ZEW allemand, qui est un indice par rapport à la santé économique de l'Allemagne, qui est en recul alors qu'il était entendu en nette progression, donc là c'est vraiment décevant. Ensuite apparemment on a eu des nouvelles relatives à l'économie britannique qui étaient pas mal, qui étaient assez intéressantes, donc notamment l'indice des prix à la consommation, donc qui était en nette progression, attendu à 2,90 et qui sont tombés à 3,10%. Autre raison évoquée par Dédé, c'est que Warren Buffett exclut un scénario en double dip qui est évoqué par pas mal d'analystes, etc. Il exclut une éventualité de retour en récession, et donc il parlerait plutôt sur une poursuite de la croissance, même si c'est une reprise molle, pas de double dip comme c'était évoqué par pas mal de monde et comme on l'a vu dans les scénarios passés. Donc sur ces différents arguments fondamentaux, apparemment les acheteurs étaient au rendez-vous sur l'euro-dollar. Par contre, ce qui me chagrine vraiment, c'est l'or. Pourquoi l'or a franchi ses précédents plus hauts aujourd'hui alors qu'on a des bonnes nouvelles, en tout cas c'est ce que semble indiquer Bloomberg, que cite donc Dédé. Ensuite Dédé nous dit les bons chiffres de la conso US abaissent la peur du double dip et les grands noms l'ont également exclu.
mais attention au faux breakout s'il n'y a pas de grand momentum, et si, à mon avis également, je rajoute, c'est pas suivi par de forts volumes, et on n'a pas d'indication précise par rapport au volume sur le marché d'échange. Il faudrait le surveiller au niveau des indicateurs. On regardera peut-être les volumes à la clôture de Wall Street, si on a une belle journée haussière aujourd'hui. Alors il y a Majetka qui vient de nous rejoindre, bienvenue à Majetka. Yo-Yo qui nous dit moi je ne reconnais pas dans le trading de Bird, mais je pense qu'il y a différents types de traders, j'ai besoin de stress moi. Alors pourquoi pas Yo-Yo, mais alors après ça dépend également de l'expérience peut-être. Je sais pas depuis combien de temps tu trades Yo-Yo, mais c'est vrai qu'à terme le stress c'est quand même faire des bêtises. Est-ce que toi aussi Bird pendant un moment tu avais besoin de cette adrénaline, et est-ce que tu en es revenu? Bah moi, comme je l'ai répondu rapidement sur le chat, il faut tout pour faire un monde. Oui, pourquoi pas. S'il faut du stress pour prendre de bonnes décisions. Moi, de mon côté, le stress ne me fait prendre que des mauvaises décisions. J'ai pas pris une bonne décision sur une position où j'étais stressé. Donc quand je mets le point sur le stress, c'est parce que pour moi, le stress est vraiment un des pires facteurs dans mon trading plan. Le moins je génère de stress, le plus je suis content sur un trade, le plus je suis satisfait de mon trade. Donc je comprends, non, mais j'accepte le fait que chacun a sa vision des choses, mais pour moi le stress c'est un des plus gros problèmes et un des biais les plus importants en termes de psychologie quant aux erreurs de position, de sortie, d'entrée. Pour moi, le stress n'est qu'un facteur négatif sur toute la ligne. Donc le moins je stresse, le plus je suis content, et le moins je fais l'erreur. Donc pour moi, minimiser ce facteur-là, c'est peut-être la chose la plus importante dans mon trading plan. Et cette approche et cette vision du marché et du trading en général, tu l'as depuis le début, ou est-ce que pendant un moment tu aimais cette petite adrénaline qu'on a quand on trade peut-être Non, ça m'a jamais plu. On l'a pas quand on est en démo, donc ça, il n'y a pas de problème. Quand on est en démo, le stress n'est pas présent du tout. Donc c'est aussi pourquoi on fait aussi beaucoup la différence et les divergences entre le trading en démo et le trading en réel. Quand on passe en réel, oui, là par contre il y a beaucoup plus de stress parce que là c'est plus des chiffres, c'est de l'argent. Même si on se dit oui, il faut éviter de regarder comme ça et qu'il faut regarder uniquement les chiffres, c'est quand même très très dur, d'autant plus quand c'est son argent propre. Donc ça aussi c'est quand même un facteur qui est très dur à éliminer. Je pense qu'on l'élimine pas, donc c'est pour ça que je mets vraiment un point d'ordre à minimiser mon facteur stress dans mon trading. C'est parce que je sais très bien que je vais être stressé parce que c'est mon argent et que j'ai pas envie de perdre de l'argent. Donc, du coup je stresse, donc du coup je prends de mauvaises décisions. Donc le moins je stresse, le mieux je me porte et le mieux je fais et meilleurs sont mes résultats. Ok. Ça vient avec le temps, pour répondre à ta question, ça vient avec le temps, oui, parce qu'au début on est en démo, on comprend pas trop, et au début, dès qu'on passe en réel, oui, voilà, là le facteur stress rentre en ligne en compte et on découvre une autre phase du trading et qui est la phase la plus importante en fin de compte. Combien de temps tu conseilles de rester en démo, toi, quand on débute? Moi je conseille au moins 1 an. 1 an en démo? Ouais, j'ai du mal à dire aux gens, je me vois mal dire aux gens au bout de 3-4 mois, allez-y en réel, parce qu'on fait quand même beaucoup d'erreurs. On fait quand même beaucoup d'erreurs au début, et c'est quand même très rare que quelqu'un, à l'intérieur d'1 an, passe en réel et réussisse. Ces gens-là, je pense qu'ils sont quand même relativement rares. On voit qu'en dessous d'1 an, la plupart des gens qui passent en réel se prennent des claques monumentales. Donc en dessous d'1 an, je trouve que c'est quand même cavalier de tenter le réel. Maintenant après, quand je dis en dessous d'1 an, oui, en dessous d'1 an, on peut passer en micro-lot. On peut passer avec des comptes de 100 à 200 $, parce que 200 et 200 $, c'est de l'argent qu'on peut perdre. Donc on va s'exposer très très peu avec des micro-lots. Donc oui, là, le stress est moindre. C'est peut-être ça, en fait, le compromis qui est le mieux, je pense, c'est que au lieu de se lancer avec des grosses sommes, peut-être se lancer plus tôt, mais avec des toutes petites sommes, déjà pour commencer à se familiariser. Je pense que c'est ça, en fait. Ok. Donc on a Joao apparemment qui a plus de son. Est-ce que c'est bon pour les autres? Alors apparemment ça a coupé au niveau du son. Je vois que tout le monde met salut, mais ça continue à enregistrer, donc quoi qu'il arrive, même si ça coupe, ce sera disponible dans le différé. De toute façon, on va se quitter là-dessus. Alors
attends, je demande juste sur le chat. Ça aussi pas mal. Ça coupe, nous dit Yael. Ok. Bon, alors on va finir juste là-dessus. De toute façon, il est 19h. Pourtant, j'ai rien uploadé. Alors, je sais pas pourquoi ça coupe. Mais je ferai attention à bien tout couper à l'avenir avant de lancer l'émission. Donc on a Bird, ouais ça on avait vu. Donc Yael nous disait qu'elle était assez d'accord avec ton approche. Donc en fait tu as ta réponse. Dédé nous dit quelqu'un ici trade avec un système. Oui Dédé, bah, tout le monde trade avec un système. Qu'est-ce que tu entends exactement par système Dédé? Est-ce que c'est un système automatique ou est-ce que c'est un plan de trading? Puisque je pense que tout trader qui trade depuis un moment a forcément son plan de trading et ne prend pas position au hasard. C'est exactement ce qu'il va faire avant même de prendre le trade. En tout cas, je ne connais pas de trader qui trade uniquement au feeling réussir sur le long terme. Donc je pense que c'est indispensable. Alors on a Yael qui nous dit je pense que le stress peut parfois faire prendre de mauvaises décisions. Bah, c'est exactement ça. Le pétrole plonge, je le dis à MHZK. C'est surprenant, mais c'est une journée assez particulière, donc on essaiera d'étudier tout ça et de tirer tout ça au clair avec divers sujets sur le forum, ou alors un sujet pour essayer de comprendre et d'y voir un peu plus clair. Jao nous dit le stress est l'une des plus grandes sources d'erreurs de n'importe quel trader, donc je suis également de cet avis, moins de stress égale moins d'erreurs. Stress égale indécision, j'y vais pas, c'est clair. Alors Fred Cad vient de se connecter, alors salut Fred. Le son est revenu apparemment, donc c'est ok. Moi ça coupe aussi. Bah écoutez, de toute façon on a terminé l'émission, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Merci Bird pour cette participation. De rien, merci à toi. Bah pas de soucis. Et donc on se retrouvera demain pour ma part à 15h pour la prochaine session de trading. Demain matin à 8h30 vous retrouverez la matinale de Scalper toujours sur Vidéo Bourse. Bird, toi on te retrouvera la semaine prochaine, donc mardi prochain à 18h encore une fois. Parfait, bah alors la semaine prochaine et bonne semaine et bon trade à tous. Ok, merci beaucoup Bird, à bientôt et on verra comment ça évolue. Donc sur l'euro-dollar on retrouvera régulièrement tes analyses sur lifeisatrade.wordpress.com. Voilà. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée, bye.